La police est le bras armé de la justice. Le policier est le serviteur de la loi. Que se passe-t-il quand cette loi devient criminelle? Vichy, en incriminant l'appartenance politique, les communistes, en incriminant l'appartenance philosophique, les francs-maçons, mais pire encore, la religion des grands-parents, par sa politique antisémite, va plonger les policiers français dans la plus infâme de leurs missions et va plonger la police française dans la page la plus noire de son histoire. Le 20 août 1941, mon père a été arrêté à 6 h du matin, bien que français. Les flics sont venus frapper à la porte. Ma mère a dit « Qui c'est ?» Elle a entendu la police, affolée, elle a ouvert. Les flics sont rentrés, c'était 2 inspecteurs, je les vois encore. Ils étaient curieusement en imperméable alors que c'était en plein mois d'août. Il y en avait un qui avait un petit béret et l'autre un chapeau mou. Et ils ont dit « C'est toi Ziegelmann ?» « Oui. » « Bon, bah tu t'habilles et tu viens avec nous. » Alors mon père avait une double hernie qui l'empêchait de marcher. Et quand les flics lui ont dit « Tu fais ta valise et tu nous suis », il a dit « Mais je ne peux pas marcher, je dois me faire opérer. » On était mercredi, je dois me faire opérer vendredi ou lundi. J'ai rendez-vous à l'hôpital, il leur a montré le billet. Alors je me souviens que celui au chapeau a eu un air interrogatif vis-à-vis de l'autre en disant « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et l'autre a eu un signe de dénégation, ils l'ont embarqué. Moi, ils m'ont demandé quel âge tu as, j'ai dit j'ai 15 ans. Alors ils m'ont laissé parce que je crois qu'ils avaient ordre d'arrêter à partir de l'âge de 16 ans. Et j'ai ensuite filé prévenir mon copain Marcel Citrin, dont le père se trouvait vraisemblablement dans la même situation. Je suis arrivé chez eux et le père était en train de faire sa valise, mais je dis mais faut vous sauver, ils vont vous arrêter. Et il m'a dit je sais, mais comme je suis communiste, il faut rester absolument avec les masses. Il est resté avec les masses et il a fini dans les camps de concentration dont il est parvenu. J'arrive donc dans ce commissariat de la rue du Rendez-vous, qui était le commissariat du quartier Bel Air, dans le 12e arrondissement. Et je me trouve avec 3 inspecteurs de commissariat. Je n'avais pas le grade d'inspecteur à l'époque. J'avais le grade, comme je l'ai dit, d'employé aux écritures. Et quand je suis arrivé, la première chose qu'ils m'ont donnée, c'est le registre des Juifs du secteur astreint à résidence surveillée. Il y avait des Juifs qui étaient là, astreints, il y avait des commerçants, il y avait toutes sortes de gens. Et il fallait que ces gens-là viennent signer ce registre. Et s'ils venaient pas, ils étaient arrêtés, etc. Alors là, je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Aussitôt, je viens voir mes camarades. Je leur dis, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire là? Ce sont des gens quand même que, s'ils ne viennent pas, c'est moi qui suis responsable de ce registre. Et s'ils ne viennent pas, je suis obligé de le signaler, de les arrêter chez eux. Je ne peux pas faire ça. Et alors, bon, on discute et on en vient à dire, il faut voir si leur donner un délai, par exemple, et tu signes. Tu imites leur signature, tu signes le registre à leur place. C'est des risques à prendre, mais en fait, on est là pour ça. Et leur faire des faux papiers s'ils en ont besoin. La conjugaison des politiques antisémites de Vichy et des Allemands, la législation de Vichy, les ordonnances allemandes vont plonger l'administration française dans une série de besognes tout à fait inhabituelles. Il faut définir le juif, il faut le recenser, il faut le marquer. Symbole de toute cette politique, symbole de cette mission ignoble confiée aux policiers français, la vérification de l'étoile imposée par la 8e ordonnance allemande à la population juive à partir du mois de juin 1942.
Les lois sont arrivées, les lois où il a fallu porter là l'étoile juive. Il a fallu la coudre et c'était très difficile, j'essayais parfois de la cacher, mais quand je voyais des policiers, bien sûr, il fallait que l'étoile soit bien visible ici. Et un jour, je me souviens, un policier, ils étaient deux, un policier est venu mettre son doigt pour voir si l'étoile était bien cousue, en riant, en parlant avec son copain. Au nombre de ces missions infamantes imposées à la police française, notamment par les accords entre Bousquet, chef de la police française, et Auberg, chef de la police allemande, avec bien évidemment l'assentiment, la direction, l'impulsion de Laval, voire de Pétain lui-même, c'est la participation à partir de l'été 1942 aux grandes rafles. Rafles du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, mais rafle également, que l'on oublie souvent, à la fin du mois d'août dans toute la zone non occupée. Donc le 16 juillet 1942, j'entends des hurlements, vers 6 heures du matin, je me dirige vers la fenêtre et je vois à ce moment-là, comme dans le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, je vois l'immeuble d'en face avec les fenêtres des logements. Et entre les fenêtres des logements, il y avait une rangée de fenêtres qui donnait dans l'escalier. Et ce qui fait que simultanément, je voyais les flics en train de défoncer les portes. Et de l'autre côté, je voyais les femmes et les enfants affolés dans leur logement. On les a quand même embarqués. Quand je suis descendu dans la rue, j'ai vu qu'on embarquait donc les femmes, les enfants. Mais j'ai même vu des vieillards sur des civières. Il y avait que la mère qui se trouvait là chez elle. Et les policiers ont arrêté la mère comme juive. Et puis, le père n'étant pas là, ils ont cherché à savoir où il était, le père. Le père était vendeur dans une chapellerie au pont de Charenton. Ils auraient pu se dispenser quand même. Ils ont été à la chapellerie, ils ont arrêté le père. Quant à la fille, ma petite camarade, elle travaillait dans une biscuiterie à Maison-Alfort. Elle était partie. Ils ont été l'arrêter sur son lieu de travail à Maison-Alfort. Non mais écoutez, alors vous savez, je n'avais pas les policiers en odeur de sainteté, mais il y a des moments où vraiment ça vous fait redresser les cheveux sur la tête. Ça. C'est pas normal quand même. Ma mère a dû apprendre, je ne sais par quel canal, qu'on allait arrêter les femmes et les enfants. Donc, la veille au soir, dans la nuit du 15 au 16, elle nous a cachés chez notre grand-mère et grand-père qui habitaient à moins de 100 mètres de chez nous. Et à l'aube, de grands coups frappaient à la porte. Nous tremblions de peur. On ouvre et les policiers étaient... Il y avait un policier en civil, l'autre en uniforme, qui nous ont dit « Allez les enfants, vous venez avec nous. Prenez vos affaires, vous venez avec nous. Vous rejoignez votre mère. » Et en chemin, ils nous ont dit « C'est votre concierge qui nous a dit où vous étiez. » En fait, on a eu le temps de préparer en quelques minutes un petit baluchon parce qu'il fallait prendre nos affaires. Les siennes étaient déjà prêtes, elles étaient prêtes à partir. Mais il a fallu préparer nos affaires. Et je me souviens qu'ils l'ont un peu malmenée, rudoyée plutôt, pour qu'elle se dépêche. Et lorsque nous sommes sortis de la maison, je vous avais dit auparavant que c'était un quartier d'immigrés. De toutes les portes cochères sortaient des familles, en fait, surtout des femmes avec des enfants de tous les âges. Et j'ai rencontré des petites copines, d'autres que je ne connaissais pas. Et c'est un flot de gens, de femmes et d'enfants qui sont partis vers le centre de rassemblement. C'était l'été, le 16 juillet. Et donc les gens étaient massés parfois le long des trottoirs et nous regardaient passer comme un troupeau. Il y avait des gens aux fenêtres. J'ai vu, avec mes yeux de 8 ans, je regardais autour de moi. J'ai vu des gens faire le signe de croix en pleurant, d'autres nous montrer du doigt en riant. C'était le climat de la France de l'époque, tel que moi, je l'ai ressenti. Et nous sommes arrivés au centre de rassemblement de la rue Boyer. Je crois que c'était un cinéma désaffecté.
et la Bellevilloise très exactement. Et dans ce cinéma, il n'y avait plus de sièges. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Et ma mère n'avait qu'une idée en tête, c'est de nous voir fuir à nouveau. Je pense qu'elle sentait mal les choses. Elle allait d'une femme à l'autre, d'une voisine à l'autre en disant « Non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne, ça n'est pas possible. Il y a des petits-enfants de 2, 3, 4 ans, on ne peut pas travailler avec des tout-petits. » Et les autres femmes l'ont même attrapée parce qu'elles ne voulaient surtout pas entendre ça. Une voisine est venue voir ma mère et a dit « Léa, donc une grande fille de 15 ans, vient de s'échapper par l'issue de secours. Les policiers à la porte ont fait semblant de ne pas la voir. » Alors ma mère nous a dit « Vous partez aussi, vous retournez chez la grand-mère. Et si on vient vous rechercher une autre fois, vous fuyez. » Moi, je voulais surtout pas quitter ma mère, je me suis accrochée à elle. Et puis, elle a fait... Excusez-moi. Elle a fait ce qu'elle a jugé bon de faire. Elle nous a giflés pour la première fois. Elle voulait nous faire réagir. Sur le moment, je n'ai pas compris que c'était un acte d'amour. Et puis, nous sommes donc... ma soeur s'est mise en colère, gênée d'avoir été giflée, une petite jeune fille. Elle m'a prise par la main. Effectivement, nous sommes partis vers l'issue de secours. Et les 2 jeunes policiers en faction ont tourné la tête pour faire semblant de ne pas nous voir. À l'évidence, dans de telles missions, les caractères se révèlent. Des policiers ont fait preuve d'un zèle criminel. La majorité a fait son boulot, sans enthousiasme, sans gloriole, mais a fait son travail. Et puis, une minorité d'entre eux a pris des risques, a prévenu, a, à son échelle, essayé de sauver des gens. Ils en ont sauvé des milliers et surtout, ils ont sauvé l'honneur de la police française. Je ne sais pas si j'ai signé des ordres d'envoi à Drancy. Je ne veux pas échapper à ce problème. Il est possible que j'en ai signé, mais j'étais absolument contrarié. C'était inhumain. Mais je ne pense pas à ce moment-là si je dois donner ma démission, si je dois prendre le maquis. Non. Et puis alors, j'étais nommé avec un nommé Santoni, le bourreau des Juifs. Il était connu de la Gestapo, puisqu'il travaillait la main dans la main. Et nous partons, je crois que ça doit être du côté du cours de Vincennes, arrêter un monsieur d'un certain âge, juif. Et lorsque nous arrivons, je me souviens que l'appartement est au rez-de-chaussée, qu'il est dans la pénombre, sauf une petite lumière plus loin. Je saurai plus tard que c'est le cabinet de toilette. Nous rentrons, la porte n'est pas fermée. Santoni la pousse violemment. Et il dit, toi, le youpin, tu pourrais te retourner quand on arrive. Et là, le monsieur qui nous tourne le dos, dans son cabinet de toilette, lui dit, oh, vous savez, vous ne me faites pas peur, j'ai fait la guerre 14-18, j'ai reçu un projectile dans les parties, et depuis 1918, depuis cette époque-là, je me lave la queue tous les matins. Alors là, j'ai été ému déjà par le combattant, en plus un blessé de guerre qui se soigne depuis 1918. Je suis allé voir Santoni. Je lui ai dit, Monsieur Santoni, mon père a fait 14-18, je ne veux pas arrêter un de ses camarades combattants. Santoni me dit, tu m'emmerdes, c'est un youpin, on n'en a rien à foutre. On rentre au 36 quai des Orfèvres, on dispose d'un tout petit bureau, avec, parce que vous savez, les ordres d'envoi à Drancy, c'était des demi-feuilles, de rien du tout, nom, prénom, etc. Et il dit aux Juifs, toi, le youpin, assieds-toi là, c'est-à-dire en face de moi, et petit, fais le rapport. Et moi, je lui dis, non, je vous ai déjà dit, monsieur Santoni, je n'arrête pas un camarade de combat de mon père. Il n'a pas été virulent à mon égard. Il m'a simplement redemandé « Tu veux pas faire le rapport ?» Et non, je ne fais pas le rapport. Il se retourne vers le juif. Il lui dit « Toi, le youpin, fous le camp avant que j'ai changé d'avis. » Quand on nous disait, par exemple, rendez-vous à 10h le soir, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait se déclencher. Et on prévenait tout le monde. Tous les gens qu'on pouvait prévenir, même dans la population, Il y avait quand même des gens
qui, en dehors de la police, étaient dans la résistance, qu'on connaissait, heureusement, d'ailleurs. Et eux, on disait... bon. Et on avait quand même localisé les endroits où se trouvaient certains juifs, des familles juives, quand même. Hein. On les faisait prévenir tout de suite. La première adresse était rue de Jussieu. Et nous devions y aller le lundi matin, parce que je crois que c'était une fête. Ça devait être un samedi et dimanche férié, un truc comme ça. J'y vais le samedi après-midi. Et je rencontre la concierge, et là, je fais comme d'habitude, je tâtonne un peu pour voir quels sont ses sentiments. Parce qu'il y avait des concierges antisémites hein, qui nous ont fait des réflexions. « Ah, enfin, vous venez nous libérer de ces sales juifs », etc., etc. Donc, il ne fallait pas tomber dans le panneau. Et je vois tout de suite à la réaction, je lui dis, madame, je pense que ce jour-là, et comme tous les autres, j'ai dit, il y a une juive qui habite chez vous, et tout de suite rectification, il y a une demoiselle qui habite chez vous. Vous voyez le distinguo. Donc là, je sentais qu'il y avait une réticence à vouloir vulgariser cette jeune femme. C'était une jeune femme. Et je lui dis, je ne connais pas mon nouveau chef, je ne connais pas ses opinions, on se méfie tous les uns des autres. Soyez gentils de déguerpir ce soir, parce que lundi matin, à 6h, nous sommes là pour l'arrêter. Alors le lundi matin, nous avons rendez-vous à l'adresse. Pas au métro, à l'adresse. Et nous rentrons, je joue le jeu, la concierge également, comme si c'était la première fois que je débarquais. Elle me dit premier étage gauche, je m'en souviens très très bien. Il n'y a personne dans l'appartement, on referme et on met les scellés et on descend. Sous prétexte d'avoir oublié quelque chose, je dis à Redon, une fois sorti, « Oh, monsieur Redon, excusez-moi, j'ai oublié de dire un détail à madame la concierge. » Il reste sur le trottoir et je vais voir la concierge. Je lui dis « Ça s'est bien passé ?» Elle m'a dit « Oui, absolument. » Et elle vous remercie, et elle est bien cachée, et elle vous remercie. Mais, monsieur l'inspecteur, je peux vous poser une question ? Je dis oui, on travaille en toute confiance, là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il dit, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas votre chef. Non, je le connais que depuis 48 heures, je ne connais pas ses opinions. Donc je vous dis ça, c'est parce que à un quart d'heure près, vous vous rencontriez, et il est venu faire la même chose que vous. Alors, je suis ressorti, et puis goguenard, comme ça, histoire de rigoler, de prolonger un peu le plaisir, je crois, je dis à M. Redon, je l'appelais monsieur à l'époque, Monsieur Redon, vous m'avez semblé connaître l'immeuble, comme vous étiez très à l'aise pour rentrer. Non, alors il avait les sourcils froncés à la Pompidou. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas, j'ai eu l'impression que vous étiez comme chez vous, là, tout à l'heure. Je dis, bon, allez, assez plaisanté, voilà ce qui se passe. À un quart d'heure près, on se serait rencontrés pour prévenir la pauvre fille. Alors là, on est sauté dans les bras l'un de l'autre. Je crois bien qu'on a eu la larme à l'œil. Et à partir de ce moment-là, on s'est tutoyé. Il m'a dit, si tu savais la trouille que j'ai passée pendant ce week-end, travailler avec un jeune, les jeunes sont plutôt à tendance extrême, etc. Oh ben dis donc, je suis père de 5 enfants. Je crois qu'il avait 5 enfants à l'époque. Oh là là, tu me délivres. Et là, à partir de ce moment-là, on a décidé de faire comme on avait fait. Alors, tantôt, c'était moi qui prévenais, tantôt, c'était lui, selon nos disponibilités. Ces policiers qui tentent de saboter la machine infernale prennent des risques. Il ne faut jamais oublier que la police a été mise en mouvement par des milliers de lettres de dénonciation de bons Français qui s'accumulaient sur les bureaux des policiers allemands de la rue des Saussaies. Il ne faut pas oublier que ces policiers étaient surveillés par leur administration, étaient surveillés par les dénonciateurs eux-mêmes qui vérifiaient bien que leur dénonciation avait donné lieu à enquête et à arrestation. Et puis, il y avait même des provocations montées par les Allemands pour vérifier qu'ils faisaient bien leur travail. Nous pensions que nous étions surveillés, et j'en ai eu la preuve un jour qu'une rafle a été décidée à 3h du matin. Avec Jean Redon, on était désignés pour aller arrêter un juif qui se trouvait dans le 19e arrondissement. Jean me charge d'aller le prévenir, il n'était pas disponible ce jour-là. Je vais donc rue Alphonse Carr, je crois, et contrairement aux habitudes, dès que j'ai eu frappé et que la porte s'ouvre, il la referme sur moi. Alors je mets mon pied en travers et je force la porte, et là, je sais vraiment pas,
ce qui m'arrive. Je me dis, c'est drôle ce comportement. Et à ce moment-là, je suis vulgaire. Là, je le traite de youpin, là. Et on sent... Alors, je lui demande ses papiers d'identité, et on sent vraiment qu'il ne veut pas que je pédale dans cet appartement. À chaque fois, il me devance de pièce en pièce. C'est un très grand appartement. Le hasard fait et la chance fait qu'à un moment donné, je m'aperçois que derrière une porte, il y a son portrait en officier de la Kriegsmarine. Et là, je suis convaincu que je suis en présence d'un Allemand qui se fait passer pour un Juif et qu'en effet, nous sommes très surveillés pour voir si nous n'avons pas des rapports avec la résistance ou si nous ne prévenons pas à l'avance les Juifs. Il me pose des questions de plus. Il me dit « Mais habituellement, vous travaillez à deux ?» Et là, je me rappelle lui avoir dit « Oui, fais pas le con, parce que nous, on a une méthode pour pas se faire remarquer de la population. Moi, j'arrête, et mon collègue est dans la foule, et si tu te barres, il tire. Hein. » Il a eu l'air de le prendre, comme ça. On a, à cause de panne de métro, à cause des alertes aériennes, je l'ai fait marcher à marche forcée de la gare de l'Est à la préfecture de police. On arrive, les bureaux étaient fermés, je sais où sont les clés, je vais chercher un document et je le consigne au dépôt de la préfecture de police. Et sur le coup de 10 heures, l'appariteur vient me voir, il me dit « Monsieur Beugin, il y a quelqu'un qui vous demande. » Je dis « Faites entrer. » Et je vois mon bonhomme qui arrive, tout souriant, il me dit « Je viens vous féliciter parce qu'au moins on peut compter sur vous, les policiers français. » Même ces policiers qui réprouvent la politique raciale de Vichy sont obligés, à leur corps défendant, de participer à certaines de ces missions et certaines de ces opérations. Parmi celles-ci, l'une des plus spectaculaires, l'une des plus abominables, c'est la rafle consécutive à la destruction du vieux port de Marseille en janvier 1943, où les autorités françaises vont livrer une nouvelle fois aux Allemands des milliers de Juifs réfugiés en zone sud. En janvier 1943, nous avons été massivement expédiés à Marseille, nous ne savions pas pourquoi, tout le monde. Là, on s'est aperçu qu'il arrivait des forces de police de tous les côtés. Il a dû arriver entre 10 et 12 000 policiers venant de partout. Les Allemands ont encerclé le quartier du Vieux-Port et on a fait évacuer environ 25 000 personnes qui vivaient là. Et ils ont embarqué à la gare d'Arinques ceux qu'ils voulaient conserver, pour les fourrer dans des wagons de marchandises, dont certains n'avaient pas même été balayés. Et ils ont entassé là-dedans un grand nombre par wagon, des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, des vieillards, des petits-enfants, des femmes enceintes, des femmes avec un bébé sur les bras, des gens en très mauvais état physique. Sur le quai, il y avait Auberg et Bousquet, qui allaient plus des sommités militaires allemandes et quelques Français, je ne sais pas qui ils étaient. Et ensuite, les SS ont fermé les portes des wagons, ils les ont plombés, fermés avec des gros fils de fer, et le train est parti, dans un silence complet. C'était quelque chose de tellement sinistre, de tellement abominable, que je dois dire que nous étions tous là, pétrifiés d'horreur. Vous savez, par moments, on avait envie de sortir son pistolet et de tirer dedans, quoi. Ces SS qui étaient là, qui filmaient, qui photographiaient les gens. Je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits, et je n'étais pas le seul. Ça a été un spectacle terrible, après lequel, d'ailleurs, ceux qui n'avaient pas encore compris auraient dû comprendre. C'est très simple, je ne risque pas de me tromper dans l'évaluation en disant que 90% des Juifs, des résistants, des apatrides, des sans-papiers qui ont été arrêtés et livrés aux Allemands l'ont été par des policiers et des gendarmes français. Les Allemands n'ont jamais fait ce boulot, ou très peu, si, à Isieux dans certains cas. Mais la plupart du temps, 90%, certainement le chiffre est bon, à 1 ou 2% près, l'ont été par des policiers ou des gendarmes français. Alors vous me demandez quel est mon sentiment, le voilà. Mais il faut dire aussi que parfois, quelqu'un qui fait le bien, et c'est arrivé chez des policiers, un seul qui fait le bien en rachète 1000 autres. Finalement, on a la police qu'on mérite.
les policiers français n'ont pas été moins héroïques, moins résistants que l'ensemble de la population française. Ils l'ont d'ailleurs été un peu plus. Ils n'ont pas été moins abjects ou plus abjects que l'ensemble de la population française, que ces dénonciateurs qui les mettaient au travail. La différence est que par leur position dans la machine répressive, les policiers jouent un rôle incomparable. Le policier qui fait du zèle a un rôle criminel très important et le policier qui résiste a un rôle stratégique non moins important. Toutes ces ambiguïtés vont apparaître en pleine lumière après la libération dans la mécanique de l'épuration.